Bonjour Geoffrey, merci pour l'interview que tu vas nous offrir. Déjà pour commencer, est-ce que tu me donnes ton consentement pour pouvoir enregistrer, filmer, diffuser à travers la galaxie cet entretien? Oui, oui, aucun problème, vas-y, tu peux enregistrer. Très bien, parfait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous, nous dire un petit peu ce que tu fais, quel type de boulot tu fais, dans quel champ tu es plus précisément, et puis tes formations de base complémentaires pour qu'on se fasse un peu une idée. Voilà. Ouais. Alors, écoute, je m'appelle Geoffrey Gauvin. Donc, pour faire bref, sur ma formation, je suis docteur en psychologie clinique Ouais. et mes études à l'Université du Québec à Montréal. Toutes tes Durant... études complètes? Alors, non, en fait, j'ai commencé mes études à l'Université de Nantes. J'ai fait D'accord. mes 2 années là-bas et ensuite, je suis parti pour un échange en fait, universitaire tout simple. Ouais. Et à la suite de cet échange, j'ai vachement apprécié en fait l'univers d'enseignement du CAM et du coup j'ai décidé d'y rester par la suite. Donc tu es arrivé au niveau de la troisième année en France, quoi. Au Québec, ouais. Ouais. Enfin, en licence 3, je suis arrivé au Québec et du Voilà. coup là j'ai rapproché les wagons parce que du coup Ok. c'était pas aussi évident. Il y avait des petites équivalences à faire en fait pour Les pouvoir frais assurer. d'enseignement étaient plus les mêmes après, par contre. Écoute, à l'époque, ouais, j'étais sur la clause, tu sais, avec les accords bilatéraux entre la France et le Québec, ce qui permettait d'avoir des frais de scolarité qui étaient quand même vachement abordables. Euh, D'accord. mais par la suite, là, les accords, effectivement, là, depuis quelques temps, là, ils ont changé. Et malheureusement, pour les étudiants français, c'est beaucoup plus cher. C'est ce que je dis souvent aux gens qui veulent y aller, que quand on part, on paye à la base les frais d'inscription de notre fac, qui sont dérisoires, Ouais. mais qu'après, quand on veut continuer, si on veut payer vraiment à taux plein les études, c'est plus le même délire, c'est plus le même monde du tout, et que Ouais. l'université, c'est pas un truc populaire pour les pauvres, ou alors les pauvres qui peuvent faire un crédit souvent. Voilà. Ouais, alors il y a des aides quand même au Québec qui sont mises en place Ouais. pour aider les étudiants qui ont moins de moyens, mais effectivement, écoute, on est dans une forme un peu mitoyenne, je te dirais, parce qu'au Québec, l'ensemble des universités sont approximativement au même tarif. Euh, C'est pas encore les États-Unis non plus, c'est sûr. C'est sûr. c'est ça. On n'est pas dans ce genre de système. C'est un peu différent du système de la France. Le système de la France, il y a le système de l'université qui est quand même très abordable, voire quasiment gratuit. Ouais. Et il y a le système des écoles en France qui est du coup d'un coût beaucoup plus cher. Et en fait, le Québec, je dirais, se situe Entre les deux. au milieu de ces deux tarifs. Cependant, du coup, il y a une homogénéité des formations puisque du coup, tout le monde paye les mêmes frais à travers le Québec pour atteindre le diplôme. Ouais, Donc, ouais. c'est un système qui est différent. Ouais. Mais du coup, pour revenir à mon parcours, Ouais, ouais. donc c'est ça. Là, j'ai fait des équivalences, etc. Puis j'ai pu comme ça prétendre en fait à, à rentrer au doctorat. Parce que du coup, il y a comme un processus de sélection qui est assez important au Québec pour rentrer au doctorat. Puis là, du coup, j'ai fait mes études et je me suis engagé dans un doctorat double profil, un double doctorat qui m'accréditait un doctorat en recherche et un doctorat en clinique, donc enfin un doctorat professionnel, ça qui n'existe pas encore en France. Mais qui est un doctorat qui est essentiel au Québec parce que, comme tu sais, en fait, pour pouvoir pratiquer la psychologie clinique, tu es maintenant obligé d'avoir un doctorat professionnel au Québec. Ouais. Voilà. Donc, Ok. Tu travailles dans quoi là maintenant? T'es où? Enfin, t'es dans quel, c'est quoi ta clinique? Est-ce que tu es en libéral, en institution? pour l'instant, je te dirais que depuis la fin de mes études, ma principale activité, c'est en tant que chercheur D'accord. euh, en psychologie. Je travaille en fait comme chercheur avec le CRISE, le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie, qui est Mhm. un centre de recherche qui est rattaché à l'Université du Québec à Montréal. Donc, je travaille pour eux à distance. Dans les D'accord. faits, je suis posté en France. Ok. Et puis, du coup, depuis mon retour en France, parce que je suis de retour en France depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, après avoir fait presque 10 ans au Québec. Et du coup, là, je suis, depuis mon retour en France, enseignant à l'école des psychologues praticiens à Paris. D'accord. Je suis chercheur associé donc, au laboratoire de cette même école. Ok. Et puis, voilà, au niveau des activités cliniques, puisque tu me posais la question,
Oui, parce que tu as suivi une formation en doctorat clinique, donc je me demandais un peu quelles orientations tu avais, qu'est-ce que tu avais découvert sur ton parcours, qu'est-ce qui faisait sens pour toi. Alors, du coup, au niveau clinique, en France, ça a été un petit peu le parcours du combattant, en fait, pour récupérer mes équivalences pour pratiquer le métier de psychologue. Et Ouais, là, je suis enfin en train d'y arriver, de toucher à la fin là, de ce parcours d'équivalence. Et donc, je commence en septembre une pratique libérale à Paris. d'accord, Mais jusqu'à présent, puisque je n'avais pas réussi à obtenir mes équivalences, ça n'a pas été possible pour moi cette année. d'accord. Voilà. Mais tu t'es formé à quoi justement? Enfin, je veux dire, tu étais sur une approche systémique, analytique, comportementale. Je me demandais un peu à l'UQAM, qu'est-ce qui t'avait parlé, quoi, tu vois? Alors, ce qui m'a parlé, je te dirais, c'est beaucoup de choses. Enfin, si on parle de ce qui m'a parlé, là, ça va être un petit peu long. Oui. Euh, Bon, sinon, enfin, c'est juste pour avoir une idée parce que j'arrive pas du tout à me rendre compte en fait. et ben, écoute, bah, je peux te parler un petit peu de mon cheminement personnel à travers ça. En fait, Ouais. moi, quand j'ai commencé à l'université de Nantes, mes études, c'était une fac qui était très psychanalytique à l'époque. Moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné. La psychanalyse, je trouvais ça très, très intéressant. Après, petit à petit, j'ai trouvé que la manière de l'enseigner était un peu fermée. Et ça m'a amené à mettre ça un petit peu à distance. Et je te dirais, quand je suis arrivé en Amérique du Nord, en fait, j'ai carrément fait un bond opposé parce que en arrivant, du coup, je me suis énormément intéressé à la neuropsychologie. Donc, je suis allé beaucoup plus dans des approches très, très biologiques Mhm. à ce moment-là. Cependant, au Québec, la neuropsychologie, en fait, c'est une forme de thérapie qui est beaucoup dans l'évaluation. On touche moins à la psychopathologie. C'est vraiment les fonctions cérébrales qu'on évalue. Si on va faire de l'accompagnement, c'est vraiment plus dans une optique de réadaptation. Et Ouais. donc, il me manquait un peu, moi, justement, l'aspect psychothérapie. Et donc, c'est à l'époque, un ami à moi m'avait. C'est pas le propos de la neuropsy finalement quand même de pas mélanger les deux approches. Bah ouais, en tout cas, c'est pensé comme ça, ouais, au Québec, ouais. 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 Mais en France, pour toi, enfin, parce que moi, je suis pas spécialiste en neuropsy, j'ai fait quelques stages, je connais quelques trucs, mais je me prétends pas du tout spécialiste. C'est plus facilement mélangé en France, peut-être? Bah, écoute, c'est moi, comme je te disais, ça fait un an que je suis en France, donc Ouais, c'est difficile d'avoir une réponse claire, mais j'ai l'impression, ouais. d'accord. J'ai l'impression qu'en France, la frontière est peut-être plus floue entre ces domaines de pratique, alors qu'au Québec, elle est assez claire, hein. L'évaluation neuropsychologique est réservée aux détenteurs d'un diplôme en neuropsychologie, donc on suivi des stages. Mon euh, point de vue. Après, on n'est pas tous d'accord, mais on a eu une discussion sur une autre interview avec un collègue qui défendait ce point de vue aussi, à savoir que faire de la thérapie avec des adultes, des gosses, sur des trucs particuliers, bah, c'est compliqué quand on est complètement spécialisé qu'en neuropsy, et que quand on est un thérapeute, c'est compliqué de jouer l'apprenti neuropsy d'une certaine manière, quoi, parce que nos formations sont quand même un peu différentes, quoi. Enfin bon, après, c'est un autre débat. Mais c'était intéressant ce que tu disais parce que ça m'a interpellé. Ouais. mm. Donc là-bas, tu es parti sur une question un peu plus biologique. En même temps, il y avait moins la place pour être fasciné par la psychanalyse. Elle prend un peu moins de place. Et puis, c'est pas la même d'ailleurs. C'est pas la même Alors, place. elle prend moins de place, mais elle a sa place. À l'UQAM, je te dirais, en fait, il y a une grande hétérogénéité des profils cliniques que tu peux prendre. Là, je parle de la neuropsychologie, mais du coup, tu peux te spécialiser en psychodynamique, psychanalyse, où va être enseignée une déclinaison d'approche psychanalytique. Tu peux t'intéresser à la psychologie humaniste, à la TCC, à la systémique. Il y a, il y a une, non, c'est ça, il y a une Il y a quand même possibilité. des enseignements de systémie à l'UQAM parce que moi, quand j'y étais, il n'y avait pas grand-chose. Et hypnose, enfin, l'hypnose au Québec, c'est un statut très particulier. On a beaucoup moins de choses intéressantes à trouver qu'en France, je trouve. Mais il y a de la systémie un petit peu alors? Parce qu'il n'y avait pas ce parcours-là, en fait. À l'époque. Ouais, en fait, alors t'étais à quelle époque à l'UQAM? Bah, j'étais 2007, si je ne me trompe pas. 2007. 2004 ou 2007, je ne sais plus. Mais il y avait le parcours approche humaniste, il y avait le parcours comportemental, psychodynamique. Il y avait les trois. Il n'y avait pas Ouais. d'approche systémique, il n'y avait pas un cours là-dessus. Enfin, il y avait peut-être des cours, mais il y avait que ces trois parcours-là. Et je crois qu'il n'y a toujours pas de parcours systémique, en fait. Non, il y a pas à proprement parler, il me semble, hein, parce que ça a peut-être évolué depuis, mais il n'y a pas à proprement parler un parcours systémique.
Mais il y a Par contre, toujours. il y a une professeure, Alison Paradis, qui est arrivée à l'UQAM il y a quelques années et qui Ouais, maintenant offre justement un cours sur les thérapies systémiques et familiales. d'accord. Euh, voilà. Donc, c'est possible d'être sensibilisé, peut-être pas d'être formé autant que dans les autres approches pour l'instant. Ouais. Ouais, ouais. J'étais étonné parce qu'il y avait une place qui n'était pas si énorme finalement à la systémie. On a un grand thérapeute qui est passé un peu par la France qui s'appelle Guy Oslo, qui est systémicien. Il est à Montréal depuis 34 ans et il me disait qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui pratiquait la systémie autour et qui restait un peu un inconnu, quoi. Enfin, il est connu pour les gens du métier, quoi. Et que la systémie finalement est presque un peu plus connue en France. Par contre, l'approche TCC, même la psychanalyse, ont une bonne place, exactement. C'est ce que j'ai retrouvé moi aussi. Ouais, mais je pense que tu as raison, effectivement, sur la place de la systémie. Depuis mon retour, ce que je vois en France, on en parle bien plus que ce qu'on en parlait au Québec, même Ouais, si c'est présent. Hein. C'est clairement présent. Moi-même, j'ai eu des petites formations durant mes cours où on parlait de systémie, mais effectivement, c'est vrai que s'il doit y avoir un manque dans ma formation personnelle, ouais, ce serait la systémie, hein, clairement. ouais. Et donc, tu es Ouais. revenu en France, alors que moi, tous les mois, j'ai des messages, des mails d'étudiants et d'étudiantes que je connais pas ou de jeunes psys qui me disent comment je peux faire pour me barrer au Québec et ne plus jamais revenir en France. Et donc, toi, tu reviens. Et en plus, tu as du mal à faire reconnaître tes trucs. Ouais. Du coup, je pense que j'ai choisi le parcours complexe, c'est-à-dire partir faire les études bien complexes au Québec et revenir faire l'implantation professionnelle qui est bien complexe en France. Ouais, j'ai fait peut-être le truc à l'envers au final. Hmm, d'accord. Bon, ok. Il y a d'autres Mais éléments sur ta pratique? bah, ouais, en fait, du coup, comme je te disais, donc là, c'est en fait au moment où je suis rentré en doctorat à l'époque, donc là, c'était, wow, je ne pourrais même pas placer, ça devait être en 2010, 2011, quelque chose comme ça, sûrement 2011. Je me suis, en fait, justement, à l'époque, je voulais m'intéresser à la psychothérapie, aller dans des démarches justement un petit peu plus psychopathologiques. Et à l'époque, il y avait un ami qui m'avait parlé de la TCC. Et je dois dire que j'étais assez fermé à cette approche initialement parce que effectivement, ce qu'on m'avait enseigné de l'approche TCC à mon université à Nantes à l'époque, c'était vraiment une caricature en fait de ce que c'était pas. Et moi, j'avais l'impression que c'était une approche extrêmement fermée où on considérait un petit peu l'humain comme un rat de laboratoire qu'on allait essayer de. C'est très français d'avoir cette image-là, de toute façon. Ouais, bah en tout cas, à l'époque, c'est ça qui était beaucoup véhiculé, hein, il me semble. Hein. Et donc, du coup, quand j'ai lu un petit peu sur les modèles TCC, je me suis dit, waouh, c'est vachement plus nuancé que ce qu'on m'avait expliqué. Je trouvais ça intéressant. Moi, j'avais peut-être un fit naturel, tu vois, au niveau de l'esprit avec cette théorie. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis, je me suis engagé dans les thérapies cognitivo-comportementales. Mais il y a un truc qui est assez intéressant qu'on doit faire à l'Université du Québec à Montréal, c'est qu'on est obligé de s'intéresser à une autre approche. Et donc, à l'époque, on m'a obligé à faire un autre cours d'évaluation en humanisme. Enfin, Obligé. obligé, mais j'étais assez content de pouvoir Non, mais m'ouvrir. c'est intéressant parce que c'est pas négociable, quoi. À un moment donné, si tu veux te radicaliser, tu peux pas, quoi. C'est pas possible. Effectivement, alors bon, c'est sûr, il y a des étudiants qui vont peut-être suivre leur deuxième cours avec un peu plus de réticence que d'autres. Moi, en l'occurrence, je suis allé suivre un cours en humanisme qui était donné par Marc-Simon Drouin. Et Mm. ça a été une révélation pour moi. Ça m'a Ouais, permis. ouais. Tu C'est un, connais ou... c'est un historique de l'UQAM. Oui, oui, bah, dans l'approche humaniste, il n'y a pas tant de monde et ils sont très connus souvent. Ouais. Mm. Et Voilà, ouais, donc, du ça t'a coup, plu alors, tu as joué le jeu et en plus, ça t'a intéressé. ben, ça m'a tellement intéressé qu'en fait, je pense que ça a modifié à long terme en fait, ma vision de la psychothérapie. Et suite à ça, donc, j'ai fait mon stage en clinique universitaire en thérapie cognitive et comportementale. Ouais. Et ensuite, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier internat en approche humaniste avec Daniel Desjardins, donc une autre personne très connue en humanisme à Montréal. Et donc, ça m'a permis justement de me sensibiliser à ces deux approches. Et je pense que bah, suite à ça, donc dans mon parcours, je me suis intéressé aussi à d'autres choses. J'ai pu me sensibiliser un peu à l'évaluation psychodynamique, etc. Mais je dirais, j'en sors de mes études avec un double profil
je peux prétendre, selon moi, à faire de la psychothérapie cognitivo-comportementale et humaniste. Donc, Justement, je vais t'amener sur des questions de profession parce que ça tombe bien, ça va dans la ligne. Tu dis que je peux prétendre, mais en même temps, j'aurais voulu savoir ce que tu penses déjà du titre de psychothérapeute, si tu as des informations sur la législation française. Parce que pour tout te dire, de toute façon, tu as fait psycho, donc tu peux prétendre à être psychothérapeute sans problème en France. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, ouais, alors c'est une question qui est difficile pour moi parce que je te dirais, tu sais, tu me l'aurais posé je pense, il y a 3 semaines, Ouais, euh, vraiment pas du tout compris ta question. Et c'est juste grâce aux interviews que tu as faites, notamment avec Jean-Sébastien, où tu as ouais, abordé cette question ouais. que du coup, ça m'a. Mais alors toi, tu es français, mais bon, tu n'étais pas beaucoup là, donc on peut t'excuser. Mais je pense que c'est pas uniquement parce que tu n'étais pas là que tu sais pas. Je crois qu'une majorité de psychologues sont pas au courant, en fait, et se sont pas vraiment intéressés. Mais oui, la loi ne définit pas ce que c'est que la psychothérapie et n'a pas d'autre attendu que tes 500 pauvres heures de stage en psychiatrie validées par un psychologue que tu as fait en master 1, quoi. Et là, tu es psychothérapeute. Voilà. Et donc, souvent, on parle des universités au Canada. Il est vrai qu'on a une formation, une supervision, un internat. C'est beaucoup plus solide. Et on peut imaginer beaucoup plus facilement qu'un étudiant qui sort de doctorat à Montréal peut être assez solide pour faire de la psychothérapie. Il a cette culture de la supervision en plus. Mais alors, en France, c'est déjà un peu plus bizarroïde quand même à se représenter. Voilà, donc je voulais savoir ce que tu en pensais de ce truc-là, mais après peut-être que tu connais pas assez le sujet. Euh, Ouais, je pense que je connais pas assez le sujet. Ce que je peux t'en dire, c'est au Québec, en fait, le titre de psychothérapeute et le titre de psychologue. Enfin, en fait, si j'ai bien les saisi, deux sont différenciés. c'est ça. Donc, au Québec, les deux sont différenciés, clairement, comme en France, de ce que j'en comprends. Si j'ai bien saisi, tu vois, j'entendais, je crois, dans l'entretien de Jean-Sébastien, que à certains endroits, on t'exige le titre de psychothérapeute plutôt que le titre de psychologue. Et c'est vrai Oui, ça commence à venir ce truc-là, mais voilà, c'est que en fait, de l'extérieur, les établissements se disent, nous, il nous faut quelqu'un qui intervient, quelqu'un d'actif, donc il nous faut un psychothérapeute et pas un type qui fait des évaluations, un psychologue. Donc parfois, on en arrive même à l'inverse, c'est que on veut le document de l'ARS qui dit qu'on est psychothérapeute. ouais. Ça donne des trucs un peu bizarres, mais c'est très français tout ça encore. Mais Ouais, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair, peut-être au Québec, où, en fait, clair, je sais pas, mais la psychothérapie, c'est un peu le domaine de spécialisation des psychologues. Donc, en fait, quand on a le titre de psychologue, de base, c'est un peu le carton d'invitation pour rentrer n'importe où. Et oui, oui, c'est derrière, pas que c'est un peu, c'est que ça l'est complètement. Ça reste un domaine partagé avec la psychiatrie et on peut, au besoin, euh, former et accompagner d'autres types de professionnels, mais c'est les psychologues qui encadrent ça. Parce que exactement. c'est vraiment eux les experts et point à la ligne, et il n'y a pas à discuter. Voilà. Voilà. Mais effectivement, c'est ouvert, par contre, ce que je trouve intéressant, à d'autres champs de pratique, tels que les infirmiers, les travailleurs sociaux, les conseillers d'orientation, etc., etc. Mais le titre de psychologue, qui est un peu, comme je disais, bah, ouais, les spécialistes de la psychologie clinique et de la psychothérapie, bah, c'est eux qui ont le monopole, en fait, à travers ça. D'ailleurs, je pense qu'on va parler un petit peu d'ordre ensemble aujourd'hui. Et c'est l'ordre des psychologues en fait qui délivre les permis de psychologue et de psychothérapeute. Hmm, exactement. Alors justement, donc je sais pas trop ce que. Donc il y a la question de l'ordre. Quand je te demande qu'est-ce que tu penses de la profession de psy en France actuellement, il y a la question de l'ordre qui te vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres choses déjà avant de peut-être d'approfondir sur cette question d'ordre? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui te viennent à l'esprit? Est-ce que tu vois des forces, des faiblesses, des choses à modifier par rapport à Bah, notre profession? encore une fois, je pense que tu sais, ayant, puisque ça fait longtemps que je suis parti de France, euh, je peux, euh, je peux que te parler d'une ancienne représentation que j'ai de la psychologie française et qui était celle d'un étudiant en L2. Donc, c'est peut-être difficile pour moi de répondre à cette question. Par contre, ce que j'ai cru voir, et moi, c'est vrai qu'effectivement, bah, c'est une des choses qui m'a motivé à partir au Québec, c'est l'encadrement des stages.
que je trouve extrêmement intéressante au Québec. Je trouve ça vraiment très, très, très bien fait. Et j'ai cru voir qu'en France, il y avait toujours, selon moi, des lacunes à ce niveau-là. Et je pense que c'est quelque chose, ouais, si j'avais à dire sur la psychologie en France, je trouve ça intéressant, ouais, qu'on creuse un petit peu la question des stages. Hmm. Alors, tu pars sur l'ordre, donc qu'est-ce que tu... Raconte-nous un petit peu ton petit côté colonisateur, parce que quand on revient du Québec et qu'on arrive en France, les gens ont l'impression qu'on veut ramener un truc qui est génial là-bas et qui ne sera pas forcément importable en France. Forcément, je pense que la plupart des psys qui sont allés au Québec et qui reviennent ont cet instinct de vouloir apporter un objet qui a l'air de bien fonctionner là-bas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, j'ai la question est large, mais en fait, tu sais, je t'en avais parlé un petit peu. Là, depuis mon retour en France, je m'inscris dans un projet donc avec pas mal de psychologues pour la création d'un ordre des psychologues en France. Mhm. J'ai, Moi, c'est vrai que en étant au Québec, j'ai constaté une psychologie, enfin une profession de psychologue que je trouvais particulièrement intéressante, qui, à plein d'égards en fait fonctionne de manière euh, fonctionne vraiment 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 bien en fait. Et en fait, je me suis posé la question pendant toutes ces années au Québec. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que au Québec, la profession de psychologue, elle est à ce point-là bien reconnue et que tout fonctionne aussi bien. Un des aspects qui m'est apparu, c'est le fait qu'il y a un ordre professionnel Mhm. et que cet ordre, en fait, permet notamment de fédérer la profession et en même temps de donner en fait beaucoup de crédibilité et de reconnaissance à la profession de psychologue. Mhm. Donc c'est sûr que moi quand j'ai vu un petit peu ce projet passer là, de création de l'ordre des psychologues, c'est quelque chose où j'ai voulu me rattacher naturellement parce que je me suis dit que ce serait vraiment une super chose pour la profession de psychologue de développer ça en France. Hmm. Tu penses que ça va résoudre toutes les questions dont tu parles parce que tu dis que ça apporte des choses, mais moi je me dis que finalement on est très très loin aussi du système québécois en fait. Donc je ne sais pas si la réponse c'est spécialement l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il Pas y a du tout différents la même éléments. histoire en plus, hein. Je veux dire, c'est pas du tout. Je pense qu'il y a différents éléments en fait qui sont passés au Québec. Mais tu sais, pour décrire un petit peu la profession de psychologue au Québec, tu vois, je vais prendre un exemple, enfin, tiré de mon histoire. Je pense que ça éclairera un petit peu, tu vois, l'idée de la profession au Québec. Mais tu sais, par exemple, moi, quand j'ai commencé mes études en psychologie, je l'ai fait, moi, j'étais passionné par la psychologie. Si j'ai passé mon bac, personnellement, c'était pour rentrer en fac de psychologie. Mhm. C'est quelque chose qui me passionnait. J'avais commencé à lire des livres de psycho avant de rentrer dans mes études. Ouais. Euh, et du coup, quand je suis rentré à la fac de psychologie, pour moi, ça a été super. J'avais un pote qui m'avait dit, ouais, tu sais, tu vas voir, en fac de psycho, il y a plein de cours annexes qui sont pas intéressants, etc. Moi, j'étais vraiment un passionné. Je pense que quasiment tous les cours que j'ai eus, je les ai trouvés vraiment intéressants, jusqu'à statistique. Donc, je suis peut-être limite un peu extrémiste, tu vois, dans ma passion de la psychologie. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en fait, quand j'étais en France, on me reflétait quelque chose qui était complètement en incongruence avec le sentiment que j'avais de ce que je faisais. Tu vois, on me disait, OK, ouais, en fait, tu es un peu dans la filière poubelle. Euh, on critiquait beaucoup, tu vois, mon choix d'études. Hein, Les gens qui n'avaient pas fait psycho avaient tendance à te regarder un peu de travers, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça, regarder un peu de haut, regarder de travers, etc. Puis c'était un sentiment qui était assez désagréable parce que moi j'avais le sentiment de beaucoup travailler, de faire beaucoup de lectures à côté, etc. Et puis j'étais engagé dans mes études et je trouvais qu'on me reflétait quelque chose qui n'était pas très agréable au final. Et je pense que ça parle un peu de la vision qu'ont parfois les gens hein, de la profession de psychologue en France, en tout cas au KV à l'époque.
Et quand je suis arrivé au Québec pour faire mon échange, tu as peut-être eu ce sentiment-là, toi aussi, quand tu es arrivé. Mais je pense que la première fois que j'ai dit comme ça en soirée à quelqu'un, ouais, j'étudie en psychologie, donc un peu avec l'idée défaitiste de me dire, bon, ok, je vais me faire critiquer une fois de plus sur ce que je suis en train de faire. Ouais. On m'a envoyé une image complètement différente. La personne m'a dit, waouh, ah ouais, tu étudies en Québec, enfin, tu étudies en psychologie, mais ça doit être super intéressant. Mais c'est difficile aussi comme étude. Il y a vraiment eu un intérêt, en fait, pour ce que Que je déjà, faisais. il y a une sélection et que on ne peut pas y aller quand on en a envie, en fait. Il faut une Ouais, forme de motivation. Michel Roy, dans la première interview, le disait que c'était de plus en plus hard, la sélection. ouais, bah alors, mais là, je parle même pas nécessairement de ça parce que, tu vois, à l'époque, j'étais au baccalauréat en psychologie. Donc, enfin, pour remettre en Oui, contexte, oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on le sait, dans cette société au Québec, on ne va pas en psycho parce qu'on a simplement envie d'y aller, quoi. Et on sait non, bien qu'en France, étant donné qu'on forme des dizaines de milliers de psys à l'appel, quoi, enfin, ça n'arrête pas, bah forcément, on a l'image que eux, à la fac de psycho, ils nous accepteront si on n'a pas de possibilité d'entrer en droit ou en médecine, quoi. mm. Bah, c'est peut-être un des soucis, effectivement. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a bon, Ah, dis-moi. la formation qui a été rallongée au Québec, c'est un doctorat. Vraisemblablement, c'est quelque chose qui a marqué un peu un tournant pour la profession. Il y a le fait que les stages sont des stages, comme je te disais, très cadrés. Il y a un premier stage en clinique universitaire qui est vraiment très bien monté. Il y a un nombre d'heures de stage qui est important. L'enseignement de la psychologie est beaucoup tourné vers le pratique, Mhm. aussi sur le théorique, hein, vraiment. Mais il y a perspective au Québec qu'un psychologue doit être un bon théoricien, mais un bon praticien également. Mhm. Et du coup, cet ensemble de mesures en combinaison avec l'ordre, et je pense que l'ordre a marqué un petit peu un point de départ là-dedans, parce que ça a permis justement de fédérer tout ça. L'ordre a plusieurs missions hein, au Québec, des Ouais. missions assez larges, et ça a permis justement de mettre en place, avec un certain nombre d'autres mesures, des changements qui ont permis à la profession d'être ce qu'elle est en fait Ouais. désormais. Mhm. Ouais. Mais et du coup, comme je te disais, au Québec, c'est vrai, enfin, pour parler un petit peu de ce que j'ai observé, mais la profession, effectivement, donc elle a une reconnaissance de la part du grand public, mais Ouais. aussi elle a une place importante hein, auprès des pouvoirs publics. On va questionner les psychologues sur des questions importantes. Du coup, la recherche en psychologie aussi est beaucoup plus valorisée. Ouais. Euh, il va y avoir une reconnaissance salariale qui est plus importante, clairement. Et puis, même en fait, au niveau des professionnels, il y a une reconnaissance du psychologue dans les équipes de soins. Je te dirais, moi, là où j'ai fait mon internat à l'hôpital Douglas, Ouais. euh, le chef du service qui dessert le continuum des troubles psychotiques, enfin, le CI3P, donc c'est un psychologue. Mhm. Les chefs Euh, de département sont plus facilement psychologues là-bas parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes aussi. Mais il faut aussi savoir que les psychologues ont pris un peu leurs responsabilités là-bas. Donc, à partir du moment où tu as une responsabilité juridique, que tu es prêt à signer un papier, etc., on peut commencer à imaginer que tu puisses être chef d'un département ou d'un service. Donc, quand mm. certains attendent ça en France, c'est très drôle parce que tu peux pas simplement dire moi, je suis pas responsable de quoi que ce soit, mais par contre, je veux bien être chef, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que là, tu fais référence au code de déontologie qui, pour l'instant, Oui, pas uniquement, mais c'est aussi la question de qu'est-ce qui se passe quand il y a un souci et que je vais signer un papier, je vais faire un document, je vais m'engager plutôt que de demander au médecin de faire toujours les trucs comme ça. La mm, responsabilité juridique incombant au médecin, mais pas au psychologue. Je crois qu'il y a quelque chose à faire aussi à cet endroit-là, en fait. Tu ouais, vois. Mais je ne sais pas si tous les psychologues auront cette culture-là de vouloir mettre leurs responsabilités de temps en temps sur la table, en fait. ouais. Bah, moi, j'ai tendance à penser que le code de déontologie, lui donner une valeur légale, ce serait un bon point de départ en France. Moi, Ouais. j'étais très étonné hein, quand je suis rentré La question, ça va être de savoir comment ça se fait que finalement on l'a changé et rechangé, et que malgré tout ça, il n'existe toujours pas en fait. Donc, je crois que le problème est peut-être un peu différent de comment on le conceptualise habituellement, parce que on a les bonnes intentions, on veut pousser le code, mais en fait, il y a beau y avoir plus d'une vingtaine d'associations qui signent ce foutu code,
toujours pas de valeur juridique. Donc il y a quelque Oui, chose qui est un peu bizarre, quoi. oui, mais parce que ça doit être inscrit quelque part aussi dans la loi. Ouais, Là, que les associations professionnelles signent le code, ça augmente un petit peu son pouvoir, c'est-à-dire sur les psychologues, dans l'idée de se... bon, moi, dans ma morale de psychologue, je vais me dire, s'il y a 20 associations qui le signent, bon, ce serait bon pour moi de le suivre, mais il n'y a rien qui m'oblige véritablement, d'un point de vue légal, en fait, ouais. à suivre ces guides. Et ça, je pense que ça soulève une question importante et ça m'amène un petit peu plus à parler justement de ce projet de création d'ordre. Dis-nous un Euh, petit peu. moi, j'ai l'impression hein, que justement, la création d'un ordre, c'est quelque chose qui permettra, enfin, c'est pas j'ai l'impression, la création d'un ordre, c'est quelque chose qui permet en fait de donner une valeur légale au code de déontologie. Ça permet de créer un organisme qui va pouvoir être inscrit dans la loi et qui répondra justement, qui rendra opposable le code de déontologie et qui fera en sorte que ce sera plus juste un bout de papier, mais vraiment quelque chose qu'il faudra suivre en tant que tel. Après, il faut que le législateur puisse accepter aussi l'inscription de ce code. Et puis, finalement, quel code tu veux mettre dans la loi, en fait? Celui qui a été révisé, pas celui qui a été révisé? Est-ce que les organisations vont accepter que tu puisses réutiliser le code en tant qu'ordre? Tu vois, donc il y a ces questions-là, en fait. Mm. Il y a un ordre, est-ce qu'on fait les choses de manière démocratique ou pas? Est-ce qu'on les impose? Ouais. Ouais, effectivement. Il y a Euh, des questions. ouais, en fait, tu vois, c'est l'optique dans laquelle là s'est lancée l'association avec laquelle je collabore là, pour la création d'un ordre des psychologues. Pour t'expliquer un petit peu le projet qui s'est monté petit à petit, c'est en fait cette association, elle s'est créée suite à un ensemble de discussions qu'on démarrait en fait pendant le confinement, enfin dans son histoire récente, qui a démarré pendant le Oui, dans confinement. l'histoire récente, parce que ça date d'il y a quelques années quand même. Ouais, il y avait déjà eu une tentative il y a quelques années. Et Ouais. bon, pour une raison et pour une autre, ça s'était mis en stand-by. Et là, pendant le confinement, il y a eu un appel qui a été lancé pour justement se réunir en tant que psychologue et discuter justement de la création d'un ordre des psychologues. Moi, c'est dans ce contexte-là, en fait, j'ai vu un appel sur les réseaux sociaux et on a fait une espèce de visioconférence. De mémoire, je pense on était une trentaine, une cinquantaine de psychologues à se réunir autour de cette question. Donc, moi, je trouvais ça, déjà, je trouvais ça encourageant. Je me disais, il semblerait qu'il y a pas mal de monde, finalement, en France qui sont pour la création d'un ordre. Et ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est qu'on avait un discours qui était assez convergent, somme toute. Donc, on s'entendait. Et donc, de fil en aiguille, il y a eu d'autres rencontres qui ont été proposées. On a continué de discuter de ces questions de la création d'un ordre, toujours d'une manière très collégiale. Et en fait, petit à petit, il y a naturellement des comités qui se sont créés pour approfondir certains dossiers, notamment un comité auquel j'ai participé qui s'est renseigné justement à l'international sur ce qui se passait. Donc, on s'est renseigné principalement sur l'Ordre des psychologues du Québec et puis aussi sur ce qui a été fait en Belgique. Mhm. Jusqu'à maintenant. Et puis, de fil en aiguille, on a réalisé que le mieux serait peut-être de créer une association pour essayer de voir, dans les faits, s'il y a des gens qui se rattachent à cette idée de création d'un ordre et si ça vaut la peine, justement, de porter plus loin le projet. Donc, Mhm. c'est un peu la démarche dans laquelle on est. Et donc, il y a eu la création de cette association. Il faut comprendre Elle est créée maintenant, c'est bon alors. Ouais, elle est donc là, elle a été créée il y a quelques semaines. Il faut comprendre que cette association, c'est pas l'ordre des psychologues, hein. Il y a une distinction importante à faire. Cette association, c'est une association qui vise à porter le projet de création d'ordre. Et cette association, elle ne cherche pas non plus à évoluer pour devenir un ordre. Mhm. Clairement, dans les statuts de l'association, c'est marqué dedans qu'une fois qu'on a porté le projet, l'association elle sera dissolue et puis ce sera terminé. Et l'ordre, il aura son propre exécutif. Ce sera quelque chose à déterminer de par quel moyen l'exécutif est mis en place. Mais vraiment, c'est ça, c'est dans l'objectif de porter ce projet. Et pour l'instant, bah, alors ce qu'il faut voir, c'est que on porte ce projet, c'est un peu, c'est une forme d'assemblée citoyenne hein, qui a été mis en place. C'est quelque chose qui se crée vraiment, c'est du bottom-up comme fonctionnement. Donc, on est même
très inclusif. Tu as les appels qui sont lancés, il y a n'importe qui peut se joindre en fait pour discuter de ces sujets-là. Ouais. Lorsqu'on décide de porter un dossier, bah, n'importe qui peut se joindre. Là, par exemple, si quelqu'un est intéressé pour se renseigner sur les différents ordres à l'étranger, moi, généralement, j'appelle la personne, je la briefe un peu sur ce qui a été fait, et puis hop, on peut se mettre au travail. Donc, il y a vraiment une perspective assez, comment dire, d'initiative un peu populaire, en fait, de création du truc. Et par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des éléments qui nous rejoignent clairement. C'est le rôle qu'on cherche à donner à l'ordre, c'est donc de donner une valeur légale au code de déontologie et aussi de pouvoir représenter en fait la profession auprès des pouvoirs publics, ce qui est généralement le rôle basique en fait d'un ordre professionnel. Hmm. Et puis derrière, Parce qu'il y a eu le collectif du CEREDEPSI, les 21 associations qui sont pour la reconnaissance du code de déontologie ouais, et l'application dans la loi pour justement qu'il n'y ait pas d'ordre des psychologues envers lesquels ils sont contre. Il y a également une partie du SNP et de la FFPP qui sont clairement anti-ordre. Comment ça se passe avec eux? Alors, vous avez pu discuter? écoute, moi je te dirais à titre personnel, j'ai pas eu d'échange avec eux sur ces questions-là. Euh, En fait, je je sais pas exactement en fait qu'est-ce qui amène le SNP, la FFPP à être contre la question d'un ordre. Tu sais ce qui est ressorti beaucoup sur les réseaux. Enfin, donc nous sur notre là sur le groupe qu'on a sur Facebook, je crois, on a 5000 environ 5000 personnes là, qui suivent ce projet. Donc là il y a enfin, généralement, les mouvements qu'on a sur nos réseaux sociaux, c'est plus, ouais, c'est chouette, il y a des mouvements qui sont faits vers un ordre. Mais ce que j'ai observé du coup sur d'autres réseaux, où parfois c'est des gens qui sont contre la création d'un ordre, j'ai l'impression que les gens mentionnent beaucoup tu sais, un sondage qui a été fait en 2016. De quel sondage? Bah, c'est un sondage qui a été mis en place, je pense, par le CEREDEPSI ou par le GIREDEP pour le groupement interorganisationnel pour la réglementation de la déontologie. Et en fait, c'est beaucoup ce sondage qui est cité pour dire que les psychologues en fait, sont contre un ordre, mais en le reprenant, ce sondage, c'est pas vraiment l'interprétation que j'en ai fait moi-même. En fait, Ouais. c'est une série de questions qui a été posée aux psychologues. Donc, il y a 2800 psychologues qui ont répondu à ce sondage ce qui était quand même, somme toute, qui pouvait être considéré représentatif. Et à travers ces questions, tu vois, bon, il y a eu des questions plus simples qui ont été posées. Est-ce que les psychologues sont pour que le code de déontologie ait une valeur légale? Ouais. Là, il y a eu 95% des votes exprimés ont dit oui, on est pour un code de déontologie qui a une valeur légale. Donc, déjà, on s'entend à peu près tous là-dessus, on dirait. Derrière, il y a une autre question qui a été posée, c'est est-ce que vous voulez qu'il y ait une instance qui soit créée pour justement réguler la profession et le code de déontologie. Hmm. Et à ça, il y a eu 92% des psychologues qui étaient pour. Donc, jusqu'à présent, ça se comprend. Mais il y a deux questions qui ont été posées derrière, et c'est peut-être celle qui prête le plus à interprétation. Ça posait la question de savoir est-ce que cette instance qui est créée doit être mise en place par les pouvoirs publics ou doit être mise en place par les organisations des psychologues. Et à la question est-ce que ça doit être mis en place par les pouvoirs publics, là la réponse était majoritairement non, parce que je pense qu'il y avait un peu moins de 40% des gens qui étaient pour que ce soit mis en place par les pouvoirs publics. Et je me demande si c'est pas sur cette base en fait qu'on s'est dit. Après, il y a quand même un gros biais méthodologique, c'est-à-dire que si c'est l'association qui fait cette enquête, on peut se douter que bah, c'est ses membres qui vont répondre. Il y a, Donc, il y a des chances. Mais c'est-à-dire, c'est-à-dire en tant que chercheur, il y a quand même un truc qui ne va pas dans l'échantillon. Parce que ouais, c'est pas représentatif des psys. Mais bon, c'est déjà très bien d'avoir 2800 personnes, tu vois. Mais c'est si je ça. C'est un prends, premier. si je suis dans une association québécoise pour le Québec libre et que je fais passer un questionnaire pour savoir si on veut que le Québec soit libre, bah, il y aura 99% qui vont dire oui. Et je pourrais dire que tous les Québécois sont pour. Exactement. Beaucoup Non, aux non, mais Québécois qui vont s'énerver en écoutant ça. Non, mais je veux dire, voilà. Mais déjà, 2800, c'est pas mal. Parce qu'il nous manque toujours des chiffres et c'est une catastrophe en France. On n'a jamais de stats sur rien du tout.
Bah, c'est déjà une bonne première étape, mais effectivement, tu as raison, il y a clairement un biais échantillonnal dans ce sondage. Mais par contre, tu vois, quand on dit qu'il y a 40% des psys qui sont pour le fait que ce soit mis en place par les pouvoirs publics, Ouais. en fait, pour moi, ça ne vient pas du tout parler de la question de est-ce que. Enfin, ça ne vient pas dire qu'il ne faut pas d'ordre. Parce Mm. qu'un ordre professionnel, généralement, ce n'est pas mis en place par le gouvernement, c'est mis en place par les membres de cette profession. Mm. Donc, dans les faits, il y a une confusion importante, c'est que l'ordre va représenter la profession auprès des pouvoirs publics, il n'est pas mis en place par les pouvoirs publics. Lorsqu'on si si on attendait éventuellement, là, si on n'était pas proactif par rapport à la question justement de la création d'un ordre ou d'une instance, en fait, on s'expose un petit peu plus à ce que le gouvernement ou les pouvoirs publics ils mettent en place une autre forme de structure. Il a été mentionné notamment l'éventualité de créer une AAI, une autorité administrative indépendante, qui du coup aurait un peu la même fonction, c'est-à-dire réguler la profession. Mais si on attend que ce soit mis en place par les pouvoirs publics, auquel cas, on va être dans une autre forme, c'est-à-dire que la présidence sera probablement un magistrat qui sera nommé par le gouvernement. Les membres plénières seront peut-être eux aussi nommés par le gouvernement. Et derrière, s'il y a création d'un comité disciplinaire au sein de cette instance, et de toute façon, il y aura soit la création d'un comité disciplinaire, soit ce sera un juge d'une quelconque cour de justice qui rendra des décisions par rapport du coup, au respect ou au non-respect du code. Ce sera du coup des décisions qui seront portées par un magistrat qui n'est pas au courant des spécificités de nos pratiques. Donc, ce sera quelque chose, effectivement, quand les gens disent qu'on ne veut pas que ce soit les pouvoirs publics, ça me semble être une très, très, très bonne vision de la chose. Il ne faut pas du tout attendre que ce soit les pouvoirs publics qui mettent ça en place. Justement, en fait, c'est toute notre démarche. C'est de se dire, il faut être proactif par rapport à ça, parce que si on attend, enfin, tu vois, je pense que je t'ai entendu dire dans une des interviews, et je trouvais ton propos intéressant, un jour, ce qui pourrait risquer d'arriver, c'est qu'il y ait un souci qui se passe au niveau déontologie, que ce soit fortement médiatisé, et que derrière, les pouvoirs publics ils disent, OK, là, la profession de psychologue, on n'avait pas encore bien saisi qu'il s'agit d'une profession assez sensible, Ouais. que l'on vient en aide à des gens vulnérables, et du coup, qui mettent en place justement ce truc-là d'une manière unilatérale sans nous consulter. Comme j'ai l'impression que c'est souvent le cas en France. Ouais. Et du coup, toute l'idée qu'on a derrière ça, en fait, bon, pour les gens, je pense, qui se lancent dans cette démarche, c'est de se dire non, non, ok, on va être proactif. Ce qu'on va faire, on va créer un ordre. Et dans la création d'un ordre, bon, là, je te parle de ce que moi j'ai cumulé comme information par rapport à comment ça fonctionne au Québec, en Belgique, etc. On peut tout à fait penser à un modèle où la présidence, c'est un psychologue, puisque d'ailleurs, dans tous les ordres professionnels de France, l'ordre des infirmières, c'est un infirmier. Enfin, l'ordre des masso-kinésithérapeutes, c'est un masso-kinésithérapeute, etc. Donc, dans les faits, il n'y a pas de raison que la présidence de l'ordre des psychologues ne soit pas une psychologue, un psychologue. Ok. Et derrière, on peut imaginer justement un peu à l'image de la Belgique, une assemblée plénière où les gens qui soient présents à l'intérieur, ce soient des représentants peut-être des grandes associations des psychologues de France. C'est ce qui a été mis en place en Belgique. Ils ont à peu près cette forme-là. Et derrière, que le conseil disciplinaire, en tout cas ce qui a été mis en place en Belgique ou au Québec, c'est effectivement un magistrat qui représente, il faut que ce soit un juriste, donc pas nécessairement quelqu'un qui est issu de la profession de psychologue, mais par contre, c'est toujours éclairé par, au Québec, je pense que c'est 2 psychologues, en Belgique, c'est 3 psychologues qui siègent sur le conseil disciplinaire pour éclairer justement les décisions en fonction de nos pratiques. Ok. Bon, bah donc finalement, ça te permet d'avoir une tribune par rapport à cette association, donc c'est une bonne chose. Est-ce que tu aurais un conseil pour terminer à donner aux collègues psychologues finalement? Que ça peut être les collègues, mais ça peut être aussi les étudiants. Bah écoute, un conseil que je pourrais donner, je ne sais pas, je sais pas ce que je pourrais donner comme conseil, mais peut-être éventuellement de nous rejoindre. En fait, là, on lance, puisque l'association vient de se créer, on lance un processus d'adhésion à notre association. C'est une adhésion qui est complètement gratuite.
L'idée, en fait, c'est justement les gens qui écoutent ça et qui se disent mais ça semble être un bon projet. Je pense que ce sera une bonne idée que ce soit créé pour la France. Et ben, rejoignez-nous. En fait, en adhérant, ça donne simplement votre voix pour que du coup, ça nous donne un peu de légitimité pour continuer le projet, hein, qu'on monte pas un truc qui n'intéresse personne, qu'on voit qu'il y a une demande. Et il y a différentes façons d'adhérer. Donc, quand on est membre psychologue, ça nous donne une possibilité décisionnelle. Ouais. On va consulter, on est dans un processus consultatif. Si jamais il y a des décisions qui sont mises en place, bon, si dans une assemblée, on se rend compte qu'on est 30, il faudra que ce soit un petit peu plus démocratique que ça. Donc là, du coup, les membres psychologues, eux, ils pourront décider. Et puis les autres qui sont une autre forme d'adhésion, c'est les sympathisants. Et là, je parle directement aux étudiants en psychologie, qui sont peut-être pas concernés pour l'instant, mais qui vont être concernés dans quelques années. Et bah, du coup, ça leur permet justement de donner leur voix à ce projet. Et éventuellement, s'ils ont envie de s'engager davantage, les adhérents, c'est complètement ouvert. On fonctionne de cette manière-là. Bon, bah, parfait. Bon, bah, c'est une très bonne chose. C'est noté, c'est parfait. Je te remercie en tout cas d'avoir pu répondre aux questions. Et puis, comme ça permet d'approfondir un peu cette question de l'ordre. Et puis, bah, j'espère qu'un jour, ça verra le jour, exactement. Je suis d'accord. Yes, je te remercie de cette interview. Et puis, du coup, à très bientôt peut-être. Oui, je te remercie. Je te remercie pour tout.